Donc bonjour à tous, vous allez mourir. Et oui, votre corps va se décomposer jusqu'à retourner à la poussière. Et puis dans assez longtemps, même si vous croyez à une vie après la mort, et ben quand vos enfants auront chanté vos louanges, quand vos petits-enfants auront vaguement raconté l'histoire de Papy qui pète, et quand vous ne serez plus qu'une ligne sur l'arbre généalogique de vos arrière-petits-enfants, plus personne ne se souviendra de vous. Voilà, vous aurez complètement disparu du monde des vivants. Alors je sens que quand je dis ça, il y a votre petit chat intérieur qui se fissure, n'est-ce pas? Oui, oh oui, ça fait mal et tout, c'est votre petit chat de l'insécurité. Et à côté du petit chat de l'insécurité, il y a un homme blanc, cis, hétéro, viril, masculiniste, votre ego qui hurle « Non, je veux pas qu'on m'oublie !» Eh bien, ne vous inquiétez pas, car aujourd'hui, grâce à moi, et je me cache, vous avez vu comment je me cache? Oh là là, je suis timide. Pardon, je vais me mettre devant, ça sera mieux. Aujourd'hui, grâce à moi, vous allez avoir une méthode pour qu'on ne vous oublie absolument pas. Oui, une méthode pour marquer l'histoire. Ouh. Alors là, normalement, il y aura un titre, il y aura de la musique et tout, parce qu'en fait, ce que je vous fais, c'est le script en avant-première de la prochaine vidéo. Ouais. Comme ça, on va le tester ensemble. Ça me permet de le paramétrer un petit peu avec vous. D'anticiper peut-être des trucs, enfin de voir des trucs que j'aurais pas anticipé éventuellement avec vos questions, de rebondir avec vous, vous ferez vos retours et puis des corrections, pourquoi pas, hein, si vous en avez bien sûr. Donc c'est un script c'est une vidéo sur comment entrer dans l'histoire avec une méthode infaillible. Donc j'ai mes notes hein, parce que, sorry, c'est un peu long, je la prends pas par cœur, donc j'aurai un peu le nez dessus par moment. Et d'habitude, en fait, c'est pour ça que c'est jump cuté sur la chaîne, c'est parce qu'on fait comme ça, là, ok? On n'apprend pas par cœur, enfin pas moi en tout cas. Il y a des gens qui ont un prompteur aussi, mais j'aime bien faire comme ça. Donc, cette méthode infaillible, vous allez être les premières à la tester. Donc pour donner des stéroïdes à votre ego, n'est-ce pas? Un programme très simple, mais personnalisable. Oui, parce que évidemment, il y a plusieurs façons de marquer l'histoire. Hein. Vous n'êtes pas sans le savoir, hein, il y a différents styles. Donc on va voir qu'est-ce qui vous correspond. C'est un peu à la carte. Mais donc, en tout cas, à la fin, vous aurez une méthode, attention, blague graveleuse, clé en main pour entrer dans l'anal, dans les annales. Ah, ça marchera mieux en montage, vous verrez. Ou pas, je l'enlèverai peut-être. Voilà. C'est des trucs comme ça, après, quand tu déroges, tu fais, bah non, pas celle-là. Voilà, très bien. Donc un programme personnalisé, comme je disais, puisqu'il y a plusieurs façons d'y arriver. Mais il y a quand même des incontournables, il y a des trucs à éviter aussi. Alors, première chose, premier point très important pour rentrer dans l'histoire vraiment incontournable, il faut que vous soyez né dans une civilisation qui a l'écriture. Ok, ça c'est le premier truc pour qu'on puisse graver dans la roche votre petit nom puis vos exploits. Donc l'écriture c'était il y a grosso modo 5000 ans. Le début, donc s'il vous plaît, même si votre délire c'est la préhistoire, faites un effort, naissez dans les 5000 dernières années, ok? Donc ça c'est le premier point, hein, c'est le premier truc. Alors ça peut être dans une civilisation qui n'a pas l'écriture, mais qui en côtoie une qui a l'écriture, hein. Ça a bien marché pour Vercingétorix par exemple, donc les Gaulois ils écrivaient pas, mais les Romains ils sont arrivés, ils ont écrit sur eux. Alors après, c'est sûr qu'ils ont parlé d'eux d'une certaine façon, hein, comme les vainqueurs sur les gros losers. Donc bon voilà, chacun son style, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Franchement, choisissez une civilisation qui a l'écriture, c'est beaucoup plus simple. Donc oui, sans écriture, c'est quand même possible qu'on relaie un peu, qu'on parle de vous, puisqu'il y a plein de traditions orales hein, qui peuvent perpétuer votre nom. Mais l'oralité, vous savez, ça déforme. Ça déforme, du coup après... déjà, il y a des gens qui vont dire non, mais ça c'est un mythe, qui vont remettre en cause votre existence et tout. Si c'est un auteur romain qui parle de votre histoire de grec, pouf, vous changez de nom. Enfin, vous n'êtes même pas sûr que votre nom il arrive en entier à la fin, ok? Donc, peu pratique. Et donc, vous pouvez être mythifié et on peut remettre en doute votre historicité. Alors ça, c'est vrai que ça peut vous arriver dans une civilisation qui a l'écriture aussi. Si vous prenez l'option lancement de religion. Alors, lancer une religion, bon, c'est vrai. Alors, c'est vrai que ça a de la classe, hein, j'avoue. Hein, je comprends un peu le côté créatif, mégalo et tout. Ok, mais après, vous pouvez pas être sûr qu'il n'y ait pas des fidèles qui s'emballent un peu sur votre live, qui rajoutent des miracles et tout. Et là, pareil, il y a des gens qui vont remettre en cause votre existence. Ça risque d'être compliqué. Bon, après, c'est un style, hein, c'est un choix, c'est sûr. Mais si c'est pas exactement votre histoire à vous qu'on raconte, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment vous qui avez marqué l'histoire ou plutôt un fantasme? Bon, voilà, c'est un choix après, hein, c'est un choix. Et alors, notez aussi que même si vous avez l'écriture, il n'y a pas de garantie absolue totale, hein, parce qu'il se peut qu'avec le temps, votre langue, elle tombe totalement en désuétude, que plus personne finalement n'arrive à déchiffrer votre histoire. C'est ce qui est arrivé pour les hiéroglyphes par exemple. Donc ça met du temps après pour retrouver, on galère et tout. Des fois même on n'y arrive pas du tout, hein. C'est le cas du linéaire A qui était une écriture de Crète il y a
moins 2000, moins 1500 ans par là. Donc là, on sait pas. Donc franchement, même avec l'écriture, vous pouvez avoir un bon millénaire garanti, c'est déjà pas mal, mais on ne sait jamais. Alors après, c'est vrai qu'aujourd'hui, les civilisations, elles sont pas mal connectées. On peut se dire que les uns les autres, on va se passer les infos plus longtemps qu'à l'époque où on communiquait moins facilement. Ok. Donc, une civilisation qui a l'écriture, c'est votre premier choix à faire à tout prix si vous voulez marquer l'histoire. Deuxième point, et là, on rentre un peu dans le à la carte et dans le un peu plus compliqué et varié. Pour rentrer dans l'histoire, il faut plaire à ceux qui font l'histoire. Et oui, premier truc. Tout simplement parce qu'il faut que ces gens-là, ils parlent de vous. Donc c'est là, comme je disais, qu'on a plusieurs options. Alors globalement, c'est un énorme plus si vous êtes un dirigeant militaire, glorieux. Alors ça, en général, ça marche très bien, c'est une valeur sûre. Pendant très longtemps, dès l'Antiquité, c'est l'histoire des grands qu'on veut faire, etc. D'ailleurs, c'est pratique si vous êtes riche, si vous êtes influent, dirigeant et riche, parce que ça peut même être vous qui payez les gens qui font l'histoire. Habile, comme je disais, jamais mieux servi que par soi-même. Pendant longtemps, ça se faisait comme ça, on payait des gens, alors certes, il y avait une formation, etc., mais à partir du XIIe siècle, notamment, mais pour raconter l'histoire de votre grande dynastie, etc., donc ça, c'est confortable, c'est plutôt pas mal, ça marche bien. Mais cela dit, au fil du temps, les façons de faire l'histoire ont changé. Et oui, et notamment à partir du 19e siècle, ça a commencé avant, mais c'est surtout là que l'histoire s'instaure comme une discipline, comme une science, avec une méthodologie, une façon de faire, etc., rigoureuse, une méthode. Et là, vous ne pouvez plus juste payer des gens, parce qu'il y aura aussi d'autres gens que vous n'aurez pas payés, qui vont faire l'histoire sur vous, peut-être pas comme vous voulez, etc. Donc, il faut leur plaire. À ces gens qui font l'histoire, il faut leur plaire. Et pour cela, pour leur plaire, il faut rentrer dans ce qu'on appelle le roman national. Alors, le roman national, si vous ne connaissez pas l'expression, c'est une expression qui a été popularisée par l'historien Pierre Nora, notamment à travers sa série d'ouvrages des lieux de mémoire. Je vais vous donner une définition qui est celle de l'historien Nicolas Offenstadt du roman national. Il le présente comme, je cite, « le récit patriotique centralisateur édifié par les historiens du 19e tout à la louange de la construction de la nation ». C'est beau, hein ? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire qu'en gros, avec le roman national, il s'agit de trouver dans l'histoire ce qui fait notre pays tel qu'il est aujourd'hui, donc un peuple fier avec ses racines bien glorieuses. Oui, parce qu'au 19e siècle, c'est l'émergence de l'idée de la nation. Avant, c'est pas forcément quelque chose d'aussi conscientisé ou théorisé, et un peu partout en Europe, et la construction aussi de la France, grosso modo, telle qu'elle est aujourd'hui. Grosso modo, j'entends par là une république. Sauf que, pour en arriver là, on a eu des déboires. Donc une fois qu'on s'est débarrassé du roi en 1793, après certes on a eu la République, mais ensuite on a eu un empire, ensuite on a eu la monarchie, ensuite on a eu une République, ensuite on a eu l'empire, ensuite on a eu la République. Ok. Et donc cette troisième République qui arrive, et qui cette fois c'est pour de bon la République, mais quand elle arrive en place, donc quand ce régime est réinstauré, il a besoin de légitimité, parce que ça fait pas du tout l'unanimité en France à ce moment-là, comme aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus consensuel qu'on est dans une république, même si c'est pas 100% consensuel, mais ça l'est plus. Il y a plein de gens qui veulent encore la monarchie, qui veulent encore l'empire, etc. Donc il faut de la légitimation de ce régime qui est encore frais et instable, et qui a déjà été renversé 2 fois avant. Et ça passe par plein de trucs, et notamment par l'histoire. Bon, il n'y a pas que la Troisième République qui l'a fait. Le Second Empire, avant, avait déjà bien commencé à asseoir son régime par l'histoire, etc. Mais bref. Et donc, pour être solide, il faut unifier tout ce peuple qui est très éclectique. Et c'est pour ça qu'il lui faut une identité commune. Et une histoire, si possible, stylée, tant qu'à faire. Donc, le but, c'est de remplacer les identités régionales par une identité nationale qui repose sur un imaginaire commun. Oui, en fait, c'est limite une mythologie nationale, quoi. Voilà. À peu près. Et donc, ce patriotisme, on va lui faire plonger ses racines dans le passé le plus lointain possible pour dégager cette espèce de version mythique de la France qui existerait depuis hyper longtemps, dont les grandes figures finalement n'auraient fait qu'accomplir une destinée toute tracée, un peu transcendantale, quoi. Bon, et puis aussi, accessoirement, on va un peu passer sous silence, ce qui nous arrange pas trop. Comme ça, les passages un peu moins glorieux, on va s'en débarrasser, ou en tout cas, on va pas trop en parler. Et on va beaucoup se servir de l'enseignement pour ça, parce que alors ça, c'est un bon point, notez-le dans la méthode, vraiment, dans votre petit carnet de comment marquer l'histoire.
Être enseigné, hein, si vous êtes appris à l'école, bah, c'est un très bon point parce que si les futures générations vous apprennent, hein, clairement vous allez passer à la postérité. C'est vraiment un bon point et ça sert beaucoup pour diffuser le roman national, notamment à l'époque. Alors, comment avoir son petit personnage dans le roman national ? Alors bon, déjà, évidemment, je n'ai pas précisé, mais ça dépend de quelle nation vous parlez. Comme on est en France, comme 80% des gens qui regardent ma chaîne sont en France, on va parler du roman national français, mais bien sûr, il y a un roman national par pays. Donc là, encore une fois, pour notre roman, bah, il nous faut voilà, des héros, des grands rois, des gens impressionnants, qui font des figures qui font l'histoire de France. Donc c'est parti, allez, les Vercingétorix, les Clovis, Charlemagne, Louis XIV, vous voyez tout le tout team, Napoléon, De Gaulle, etc. Vous connaissez. Globalement, c'est quand même vachement mieux si vous êtes un homme blanc. Ah, ça c'est un très gros plus pour marquer l'histoire de France, on part de là hein, déjà quand même. Après, enfin voilà, bon c'est comme vous voulez, hein. On va avoir des variantes et tout, mais moi je vous conseille de prendre l'option homme blanc, hein. Ça c'est quand même bien un acquis. La bravoure au combat, ça on aime, ça paye, hein. N'hésitez pas à prendre cette option-là, surtout parce que pendant longtemps, bah, l'histoire, c'est l'histoire voilà, des batailles, des grandes dates, etc. Donc ça marche toujours. Si vous prenez l'option grand conquérant, bon, déjà c'est stylé, hein, Napoléon of course, on s'en remet pas de Napoléon, mais encore aujourd'hui toujours hyper sacralisé. Donc on va pas parler de tous les massacres et tout. Si vous êtes un grand conquérant et que vous faites grandir l'empire, bah ça c'est nickel, ça on va aimer pour le roman national. Ça plaît toujours. Alors cela dit, si votre style c'est plutôt un peu le loser, à l'inverse du conquérant, c'est possible, ça peut marcher aussi. Ça peut marcher, donc je vous ai dit, hein, c'est à la carte. Il suffit pour ça que votre profil il colle un peu aux actus du moment. Par exemple, 1870, quand donc la Troisième République est fondée, bon, la France elle s'est pris une grosse raclée par la Prusse, elle se prend une grosse raclée par la Prusse juste après. On est content de trouver des glorieux héros qui se sont battus au champ de bataille, qui ont perdu, mais néanmoins glorieux. Donc Vercingétorix, voilà, là parfait. Ah, là c'est une figure qu'on ressort et tout, c'est nickel. Et même, bon, si les Gaulois, c'est plein de peuples différents qui ont juste l'avantage d'avoir été sur le terrain sur lequel on se trouve aujourd'hui, enfin sur le même territoire, bah c'est nickel, ça va très bien avec cette idée de nation qui date de la nuit des temps, de peuple fier, de continuité, etc. Donc si vous aimez perdre, c'est possible aussi, ça peut marcher pour entrer dans l'histoire. Militaire, valeureux, gagnant ou perdant, pas de souci. Par contre, encore une fois, c'est mieux si vous êtes blanc. Vraiment, c'est mieux si vous êtes blanc, parce que si vous êtes un glorieux militaire mais pas blanc, on risque de ne pas se souvenir de vous. Par exemple, le père d'Alexandre Dumas, Thomas Alexandre David de la Pailletière, qui a pris le nom de sa mère, donc Dumas. Donc lui, il est né en 1762 à Haïti, qu'on appelait à l'époque Saint-Domingue, et qui donc était un territoire depuis un moment conquis par la France. Et donc lui, son père, bah, c'est un aristo français, et sa mère est une femme que les sources qualifient de noire ou de métisse. Et donc Dumas a été un grand militaire de la Révolution française, avec des victoires, machin et tout. Ben on l'a pas mis dans le roman national. Non. On a plutôt oublié. Bon, alors c'est vrai qu'il faut tempérer un peu mon propos, c'est peut-être parce qu'il a été éclipsé par le succès de ses fils, donc les deux Alexandre Dumas, certes. Mais bon, il y avait de quoi y être, parce que voilà, il a remporté des grandes batailles, il est le premier général avec des origines afro-antillaises de l'armée française. Il y a une victoire dans les Alpes qu'il a remportée qui lui a carrément valu le surnom de héros du Mont-Cenis. Bon, franchement, il saurait pu, quoi. Le mec, il avait les cartes, hein. Mais bon, alors oui, il y a un petit truc qui a cloché, c'est que Napoléon, en 1802, avait rétabli l'esclavage. Bon, ça faisait pas ouf. Et du coup, il en a profité pour écarter les soldats de couleur de l'armée. Et Dumas est devenu un ennemi de l'empereur. Donc probablement ça pas trop... voilà. Mais ça existe, hein. C'est plus que ça s'est mal goupillé, parce que des fois, ça peut marcher hein, d'être l'ennemi du pouvoir. S'il est renversé, après vous êtes érigé en martyr, en modèle et tout. Bon bref, Dumas, pas trop de chance et tout. Zéro statue, un ou deux tableaux de peintres de 19e, mais totalement oublié. Une autre astuce, et ça c'est vraiment pas mal, ça marche vraiment bien. Si vous arrivez à coller dans les critères de la religion dominante de votre nation, c'est un plus. Clairement, c'est un plus. Exemple, Clovis. Alors bon, bah déjà, homme, roi blanc. Parfait. Et nickel. Et donc le baptême, alors là, carton plein. Ah, carton plein. C'est un vrai investissement sur le long terme, parce que, le saviez-tu, ce n'est qu'à partir de 1896
qu'on célèbre le baptême de Clovis comme un moment fondateur de notre histoire. Donc 14 siècles après. Bel investissement, Clo-Clo, bien joué. C'est parce que donc en 1896, ça correspond à un moment où la Troisième République, elle veut concilier un petit peu tous les Français, comme je vous disais, qui sont extrêmement divisés. Donc avec un petit peu d'héritage républicain, certes, mais aussi en renouant avec des valeurs un peu plus tradies. Et du coup, on essaye d'en faire un peu un vieux peuple chrétien. Donc Clovis, figure parfaite pour ça. Premier roi chrétien considéré comme. Et ça marche longtemps, parce que même après, quelques décennies après, il y a De Gaulle qui a dit que l'histoire de France, elle avait commencé avec Clovis parce que c'était le premier roi chrétien. Donc ça c'est pas mal, c'est un bon plus. Et d'ailleurs, c'est tellement un plus que ça peut même marcher si vous êtes une femme. Jeanne d'Arc, ça peut coller. Franchement, ça peut marcher. C'est un plus. L'atout religion, si vous êtes un peu excentrique et tout, que vous avez envie d'être une femme, vous pouvez tenter la religion, ça peut passer. Ok. Après, bon, si vous n'êtes pas trop bataille ni religion, il y a des options un peu plus créatives. Les philosophes, les grands penseurs, ça marche bien et tout. Bon, faut sortir du lot, évidemment, d'accord. C'est pas les penseurs de comptoir, mais quand même, ça marche plutôt mal. Plutôt bien, pardon. Les artistes qui font la grandeur de la nation aussi, ça marche très bien. Alors du coup, ça dépend de votre style aussi. Si vous êtes plus poète maudit, voilà, qui vit dans la pauvreté, qui se fait pas connaître de son vivant et tout, ça fonctionne. On pense à Van Gogh, bien sûr, qui a vendu quoi, je crois, un tableau de son vivant, un truc comme ça. Voilà, qui maintenant est un des peintres les plus connus au monde et vendu plus cher. Ça peut être si c'est votre style, un peu la vie de bohème, ça peut marcher. Alors bien sûr, il faut que votre art pour ça s'inscrive dans un renouvellement de ce qui se faisait avant, évidemment, et que vous ayez du talent, sinon on va dire ouais c'est nouveau mais on s'en fout, il n'y a pas de talent. Enfin bref, vous voyez le truc. Après, vous n'êtes pas obligé de vous taper la misère, c'est pas systématique non plus pour rentrer dans l'histoire, vous n'êtes pas obligé d'être cet artiste maudit justement. Regardez Molière. Tout le monde connaît Molière, le mec il a fait son trou, clairement, dans sa vie il se mettait bien avec le roi, franchement ça allait. Alors être près des hautes sphères, c'est sûr, comme je disais, c'est plutôt un plus, mais donc n'oubliez pas qu'il faut renouveler le domaine artistique si vous choisissez l'option créative, parce que si votre talent il est un peu trop académique, après si c'est un peu passable, disons, à la postérité on va discréditer votre travail, on va vous oublier. Au 19e siècle, il y a tout ce qu'on appelle les peintres pompiers qui font des œuvres hyper académiques et qui ont plein de commandes d'État, qui sont connus de leur temps, qui vivent bien et tout. Bon après ils tombent en désuétude, on trouve ça moche et scolaire, même si il y a un peu une tendance à les réhabiliter en ce moment, mais bref. Donc attention, n'hésitez pas à être subversif, surtout. Après, vous pouvez avoir un entre-deux, genre Victor Hugo, incontournable, évidemment, incontournable mondial. Lui, il était connu de son temps, il avait quand même une grosse carrière politique aussi. Bon, il s'est fâché avec le Second Empire aussi. Donc il s'est exilé et quand il est revenu à peu près 19 ans plus tard, il a été accueilli triomphalement par les Parisiens, etc. Succès littéraire assuré jusqu'à sa mort et bien après, comme vous le savez. Donc voilà, il y a plusieurs options, d'accord? Ça dépend un peu de lifestyle d'artiste que vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé de crever la faim, sauf si c'est votre mode de vie, c'est possible aussi. Bref, si vous avez moins la fibre artistique, c'est pas mal aussi d'être un inventeur, un scientifique, un truc comme ça, le premier à avoir exploré un truc ou découvert un truc, un Pasteur, voilà par exemple. Pasteur, c'est plutôt stylé, puis de son vivant, ça marchait bien aussi. Les inventions et les découvertes, les progrès, tout ça, scientifique, c'est pas mal franchement, parce que même si elles plaisent pas de votre vivant, vous connaissez tous le truc de Galilée, n'est-ce pas? Plus tard, c'est fort probable que quand même on se rende compte, et que du coup, vous réussissiez à marquer l'histoire. Alors, il ne faut pas que ça soit non plus trop longtemps avant, que ça tombe totalement dans l'oubli, parce que ça se peut qu'on ne retrouve pas du tout, qu'on ne sache pas et qu'on dise que c'est les extraterrestres qui, d'accord? Donc, méfiez-vous, attention, il faut un juste milieu aussi. Mais bref, globalement, le progrès scientifique, ça marche pas mal. Mais attention, encore une fois, c'est mieux d'être un homme. C'est mieux d'être un homme parce que si vous êtes une femme, bon, en progrès scientifique, en plus, c'est pas super efficace. Franchement, c'est pas ouf. Au mieux, on dit que c'est votre travail et celui de votre mari. Regardez Marie Curie. Clairement, bon, même si c'est elle qui a fait le gros du taf, pendant super longtemps, elle lui collait son mari dans les pattes pour évoquer sa mémoire. Et il n'a pas rien fait. Il n'a pas rien fait, on est d'accord, mais qu'on s'entende bien, c'est pas le même level, quand même. D'ailleurs, elle est encore aujourd'hui la seule personne à avoir reçu un prix Nobel dans 2 domaines scientifiques différents. La seule personne à avoir fait ça est une femme. Mais bon, on les a c'est dur ça. Panthéonisés, ouais. On les a panthéonisés tous les deux quand même. Ah oui, le Panthéon. Le Panthéon, faut qu'on en parle. Alors le Panthéon,
J'avoue, c'est un peu le summum, c'est un peu la classe. Ah, c'est sûr que ça pète. Ah, si vous avez le Panthéon, c'est pas mal du tout. C'est un peu le roman national en mode bling bling, quoi. Là, c'est le carré VIP du roman national, n'est-ce pas? Donc à la base, le but, c'est de célébrer des grands noms qui ont fait la nation. Donc parfait, on est parfaitement dedans. Aujourd'hui, c'est le président de la République qui choisit qui rentre. Donc même s'il est conseillé par tout un tas de gens. Mais du coup, il faut que vous colliez à ces critères politiques. Et puis les places sont assez sélectes. Alors après, c'est classe, mais si je vous donne quelques noms de gens qui sont au Panthéon, si je vous dis Jean-Baptiste Baudin, si je vous dis Emmanuel Crétet, et si je vous dis Jacques-Germain Soufflot, voilà, moi non plus je les connais pas. Enfin celui-là, le dernier, c'est le premier architecte du Panthéon. Jamais mieux servi que par soi-même. Yes. Mais donc bref, il y en a plein en fait des illustres inconnus au Panthéon. Donc c'est pas parce que tu es au Panthéon que vraiment on se souvient de toi. Alors ok, il y a aussi des Zola et des Voltaire évidemment. Mais vous voyez mon point, c'est classe, mais pas forcément toujours efficace. Et puis franchement quand même, un peu de modestie. Un peu de modestie, moi je pense que faut pas trop avoir la folie des grandeurs. Comme on disait tout à l'heure avec la religion, par exemple, ça peut vous jouer des tours. Faut savoir poser des limites. Regardez Pétain. Bon, Pétain, ça partait bien quoi. Homme blanc militaire, nickel. Le mec, il a fait Saint-Cyr, une carrière militaire plutôt méritoire. Pendant la guerre de 14, il monte en grade, de général à maréchal. Il est réputé pour être charismatique, attentif au moral de ses troupes, etc. Il récolte le fameux surnom de vainqueur de Verdun. Bref, Pétain, s'il s'en était tenu à la Première Guerre mondiale, on aurait encore plein de rues, de places et tout, maréchal Pétain, comme Joffre, qui était à Verdun aussi. Mais non, il en a trop fait. Il faut savoir s'arrêter à temps. Attention, poser les limites. Alors ok, vous avez compris, donc il faut s'inscrire dans le roman national, et il y a plein d'options. Mais attention, on arrive à la partie un peu tricky. Même si vous vous êtes bien inscrit dans le roman national, le problème c'est que vous n'êtes pas à l'abri d'être déconstruit. Difficulté. Oui, les sociétés évoluant, leur regard sur leur passé aussi, et en fait, depuis plusieurs décennies déjà, le roman national a bien été ébranlé. Alors ça commence dans les années 60-70, même si ça avait déjà été critiqué avant, mais surtout, à partir de là, certains historiens commencent à contester cette façon de faire de l'histoire. Ok, ça vient de plusieurs facteurs qui convergent. D'abord, il y a la décolonisation. Donc ça apporte un bon contrepoint idéologique à cette grande mission civilisatrice de la France, etc. La grandeur du pays, blablabla, tout ça c'est bien mis à mal. C'est aussi une période du renouveau du régionalisme et donc l'idée très centralisée de la France, l'ancienneté de la nation, son unité plutôt, etc. c'est assez questionné. Et puis il y a mai 68. Alors là, mai 68, gros coup de pied dans tout ça. Ça remet une bonne couche sur la critique du pouvoir, etc. La fierté en son pays, la belle histoire de France bien lisse. Tout ça prend un bon coup. Et donc se développe l'idée que le roman national, c'est pas du tout quelque chose qui va de soi et qu'on a envie et besoin de faire l'histoire de autre chose que des grands rois aussi. Et c'est dans les années 90 que s'impose le fait que les nations, ce sont des constructions aussi, et pas des essences en soi, voilà, c'est pas des trucs innés. C'est d'ailleurs à ce moment-là que les historiens se mettent à employer couramment l'expression roman national pour expliquer tous les procédés dans la création de l'histoire que je viens de vous présenter. Alors, petit bémol quand même, vous inquiétez pas, le roman national a quand même de très beaux jours devant lui, il a encore plein de défenseurs, etc. Alors ça, on le voit pas mal. Il y a des historiens, ça se voit aussi dans la vulgarisation, dans les médias, surtout quand le vulgarisateur numéro 1 d'Histoire de France, c'est un mec ouvertement royaliste qui fait quasiment que l'histoire des grandes cours et des beaux châteaux de la grandeur de la France. Coucou Stéphane et coucou le service public. France TV, bref. Mais quand même, donc, à partir des années 60-70, on produit enfin de nouveaux modèles, de plus en plus de contre-héros, qui sont différents des héros traditionnels, qui rentraient jusque-là dans l'histoire. Et donc voilà, donc c'est les héros des résistances, des mutineries, de la décolonisation, de la paix, etc. Donc c'est là les Louise Michel, les Jean Moulin, les Gandhi, etc. etc. C'est maintenant, si vous voulez vous permettre des petites excentricités, là c'est possible.
Donc, si vous préférez une option un peu, voilà, parce que vous êtes un excentrique, un ou une excentrique, vous voulez quelque chose d'un peu différent, genre être une femme, être des rebelles, ne pas être blanc, éventuellement, c'est dans ce moment-là où vous pouvez coller aux nouvelles valeurs que la société veut porter. Donc, on peut aller déterrer votre figure, métaphoriquement, n'est-ce pas? Et donc, vous pouvez redevenir à la mode à ce moment-là. Éventuellement, ou vous pouvez être découvert tout court d'ailleurs. Je pense par exemple à Ada Lovelace, dont on parle pas mal maintenant, parce qu'elle est une sorte de pionnière en informatique, et c'est une femme. Ce blanc, comme les hommes du roman national. Donc une pionnière de l'informatique et une femme, donc ça colle au nouveau récit qu'on veut raconter, au nouveau modèle qu'on veut avoir. Et c'est là aussi où si éventuellement vous avez choisi l'option femme, on va arrêter de vous mentionner accompagné de votre mari, comme pour Curie, qu'on mentionne de moins en moins comme Pierre et Marie Curie, n'est-ce pas? Bref, et voilà, donc après c'est sûr c'est un pari. C'est un pari, faut anticiper sur ce qui plaira à la société plus tard, faut être un peu visionnaire, c'est pas évident, j'avoue. Et le problème des sociétés qui changent, c'est que le regard qui change sur vous, donc parfois dans le bon sens, ok, pour vous découvrir, mais parfois dans le mauvais. Eh oui, vous n'êtes pas à l'abri donc de voir votre figure déconstruite. Regardez Colbert. Ah, Colbert, au top pour le roman national, au top, grand homme blanc d'État, n'est-ce pas? Ministre de Louis XIV, méga politique économique, etc. Vous connaissez Colbert. Des statues et des noms de rue, en veux-tu, en voilà. Sauf que il est à l'origine du Code noir qui légifère l'esclavage dans les colonies. Aïe aïe aïe. Et oui, donc lorsque les curseurs moraux de la société évoluent, vous n'êtes plus garanti d'avoir votre statut sauvegardé. Comme cet été, notamment, comme vous l'avez vu, avec le décès de George Floyd sous les violences policières aux États-Unis, et que du coup, les figures du colonialisme, elles en ont pris un coup. Plouf et quick, la statue de Christophe Colomb aux États-Unis, dans des villes comme Saint-Paul ou Boston, ou plus près de nous, en Belgique, on a déboulonné donc la statue de Léopold II, le roi Léopold II, à cause de ses exactions pendant la colonisation du Congo. Dommage, homme blanc roi, on était bien parti. Donc vous voyez que ma vieille formule, elle a ses limites aussi. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas parce que déjà en France, heureusement, encore, on a des gens suffisamment conservateurs. Déjà Macron a dit qu'il était hors de question de déboulonner ou de rebaptiser des rues. Ouf, on est sauvés pour notre roman national. Et même les historiens sont avec vous. C'est là que j'hallucine. Enfin, certains historiens en tout cas. Il y en a 5 d'entre eux qui ont signé une pétition dans Le Monde en juin pour crier au scandale quant au déboulonnage des statues. C'est donc Jean-Noël Jeanneney, Mona Ozouf, Maurice Sartre, Annie Sartre et Michel Vinocq. Donc vous connaissez peut-être pas ces gens, mais ce sont des grands historiens renommés que perso, pour certains d'entre eux, j'ai beaucoup lu en thèse. Et surtout avec des convictions politiques marquées à gauche. Oui. Et donc, ils s'insurgent contre le déboulonnage et le changement de nom des lieux publics en brandissant un grand argument, l'anachronisme. Donc, il faut remettre les grands hommes dans le contexte de leur époque, où les convictions colonialistes, c'est tout à fait commun, et que sinon, on va plus avoir grand monde à qui rendre hommage. Ah ouais, parce que c'est ça, le rôle de l'histoire en fait c'est ça, c'est rendre hommage. Ok, non, on est d'accord, normalement depuis la déconstruction du roman national, normalement non. Mais là, en s'exprimant en tant qu'historien, donc à mon avis, et en utilisant l'argument de l'anachronisme, c'est précisément ce qu'ils font, confondre faire l'histoire et rendre hommage. Oui, parce qu'une statue ou un nom de rue dans l'affichage, dans l'espace public, c'est l'affichage de valeur, et c'est précisément rendre hommage. C'est pas faire l'histoire, c'est pas la même chose. Et il n'y a rien de mal à ce que nos symboles, ils évoluent avec les préoccupations de la société, c'est pour le mieux, non? Je pense qu'ils auraient pas trouvé normal qu'on laisse justement des rues et des statues de Pétain, par exemple. Et honnêtement, je trouve ça un peu fou que pour des gens dont certains sont quand même spécialistes de la Révolution française, ils s'exclament que ça ne doit pas changer pour garder une trace de notre histoire, etc. Alors qu'avant, justement, à partir de la Révolution notamment et pendant tout le 19e siècle, on passe précisément notre temps à changer les noms de rues et les statues. Ouais, parce que comme on change tout le temps de régime, hop, on enlève les statues du roi, hop, on met des bustes de République, hop, on repasse sous l'Empire, on met des bustes de l'Empereur, hop, on repasse à la République, on range les bustes de l'Empereur, on ressort les bustes de République, on le fait tout le temps en fait. Il y a des sculptures où on remplace allègrement le visage d'un dirigeant par un autre. Par exemple, au Louvre, sur un des frontons de l'aile est de la cour carrée,
vous pouvez voir une statue d'Athéna, oui, c'est pour ça que je connais la statue, qui couronne le buste de Louis XIV. Et bien, à la base, elle ne couronnait pas le buste de Louis XIV, elle couronnait le buste de Napoléon, quand le sculpteur l'avait fait en 1808. Sauf qu'ensuite, chute de l'Empire, restauration de la monarchie, on a remplacé le buste de Napoléon par Louis XIV. Bon ben voilà, on change les symboles, c'est pas grave. On a besoin de changer les symboles, on change les symboles. C'est ok, et ça se faisait avant aussi. Donc voilà, alors les petits historiens de soi-disant de gauche, j'avoue que j'étais très surprise par cette tribune personnellement. On a du mal, on dirait, à se défaire de ces symboles de grands personnages et de son roman national. Je crois qu'ils me détesteraient s'ils m'entendaient. Bref, mais heureusement, contrairement à ce que eux n'ont pas compris, rassurez-vous, avoir sa figure déconstruite et sa statue déboulonnée, ça ne veut pas du tout dire sortir de l'histoire et être oublié. Non, bien sûr qu'on va continuer à vous étudier, à vous enseigner, simplement pas de la même façon et en disant pas les mêmes choses. Mais c'est pas parce que vous avez plus de statue et qu'on ne vous rend plus hommage que vous êtes oublié. Et c'est là qu'on en arrive à mon point ultime. Le point ultime du programme, c'est maintenant la recette clé, la carte maîtresse. Le mieux, vraiment, le mieux, le choix le plus efficace, c'est d'être un très très grand méchant. Alors, vraiment, soyez une grosse merde humaine. Hitler, bien sûr, on était obligé de parler d'Hitler, bien sûr. Donc c'est le personnage allemand le plus connu et de très loin. Et là, alors là, voilà. Alors là, comme ça, on s'emmerde pas avec nos histoires d'être déconstruits ou pas déconstruits, de rentrer dans le roman national ou pas, de être panthéonisé ou non. On assume le parti pris du connard. Et du coup, on peut y aller à fond dans la mégalo. On peut y aller. Donc plus de limites, hein, comme je disais tout à l'heure avec la religion, avec Pétain. Pétain, on va s'en rappeler. On va s'en rappeler fort longtemps, même s'il n'y a plus de nom de rue, etc. Précisément parce qu'on va faire en sorte justement de ne pas oublier. Et ce, grâce à ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Donc c'est un concept qui est apparu dans les années 90 à propos de la Seconde Guerre mondiale et en particulier de la Shoah et qui s'est étendu à d'autres événements de l'histoire au moment où on a commencé à déterrer ce qu'on préférait taire avant, ce qu'on appelle l'amnésie collective, etc. Donc les gros traumas pour revenir sur tout ça. Et c'est le moment où les États ont commencé à assumer, reconnaître leur part de responsabilité. Et on a dit, ok, il ne faut pas oublier pour pas que ça recommence. Le devoir de mémoire. Alors du coup, une technique encore plus infaillible que rentrer dans les codes du roman national, c'est probablement de rentrer dans ceux du devoir de mémoire. Personne ne voudrait vous oublier. Personne. Et allez-y, hein. Donc Hitler, c'est l'extermination de 5-6 millions de juifs, pour ne citer que ça. Staline, c'est 20 millions de décès prématurés, 28 millions de déportations. Bref, je vous fais pas la liste des Pol Pot, Mussolini, Franco, etc. Vous connaissez. Bah oui, précisément, c'est mon point. Vous connaissez. Voilà. Traumatiser les gens, ils vont s'en rappeler. Et pour rentrer dans l'histoire à coup sûr, pour ne plus en sortir, vraiment, soyez un monstre, parce qu'en plus les monstres, ça fascine, on voit la fascination autour des serial killers. Et si vous arrivez à créer un culte de la personnalité et que votre régime n'est pas renversé tout de suite, vos statues, si vous y tenez, elles peuvent même rester très longtemps. Regardez Mao en Chine, nickel. Donc, soyez une grosse merde pour marquer l'histoire. Ouais, on va remplir la planète de grosses merdes. Ouais, sinon votre homme blanc de votre ego, il peut faire un petit câlin à votre petit chat fissuré et puis ça ira bien. Hein, voilà. Merci. Je suis.